travers l'histoire. Personnellement, je suis très mauvaise dans ce domaine-là. Et donc, on a de la chance d'avoir... Et moi aussi. C'est vrai. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir un spécialiste en la matière, Dr Ismail Hamed, écrivain, historien et chercheur à l'Institut des recherches africaines. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. À vous aussi. Alors, tout d'abord, ici, on parle de construction de barrages à travers l'histoire, au bord du Nil, très précisément. Ouais. Il y a combien de barrages? Par rapport aux statistiques, je pense qu'on n'a pas de statistiques précises concernant le nombre de barrages qu'on a à travers le Nil, mais bien sûr, on parle de plus de 100 barrages. Okay. Depuis l'ère pharaonique ou Non, je pense pour les barrages actuellement. Parce que si on compare par rapport aux barrages à l'époque des pharaons et les barrages maintenant, on parle d'un style très différent, l'architecture et tout ça. Et même la fonction de construction de barrages à l'époque, c'est pas comme maintenant. Par rapport à la technique et par rapport à beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'électricité bien sûr, oui. Et même aussi la façon de faire un barrage à l'époque, c'était juste pour réserver un peu de l'eau. Bien sûr, ce n'est pas pour sauver l'Égypte, par exemple, de problème de la crue. Parce qu'on connaît que la saison de la crue du Nil, c'est une saison de presque de 3 à 4, quand l'Égypte était recouverte entière par l'eau du Nil. Donc, ça fait un grand problème pour les Égyptiens à l'époque des pharaons. Comment sauver l'Égypte de ce problème? Principalement, c'était un problème de chômage. Parce que quand le territoire était inondé par de l'eau, bien sûr, si on compare actuellement de tout ce qui se passe quand on a de l'eau, de la pluie, qu'est-ce qui se passe? Même, on a la technologie, on a des moyens pour dégager tout ça, mais à l'époque, les gens, avec leur vie qui était très primitive, n'ont pas la technologie d'agir avec tout ça. Donc, c'était un grand problème. En même temps, tous les territoires d'Égypte étaient recouverts. Juste les pharaons, ils ont profité de ça pour faire les pyramides. Parce que c'était une période de chômage, donc alors on appelle les gens pour monter sur le plateau du Gizeh pour faire la construction de pyramides. Après, on leur donne le prix, qui était la nourriture pour les ouvriers et leurs familles. C'était tout pour passer la période de chômage qui était comme ça. Mais en même temps, on a aussi de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau à travers cette période qui était très difficile? Et en même temps, il y a un autre point très positif de la crue du Nil, parce que aussi les territoires désertiques et tout ça, quand il y a de la chance, il y a de l'eau, aussi ça fertilise bien et ça pousse beaucoup de plantes, beaucoup de récoltes et cultures et tout ça. Donc on avait 2 points. A besoin d'eau. Oui, on avait 2 points, soit point négatif, soit point positif par rapport à la crue du Nil. La période la plus importante pour de profiter de l'eau du Nil et pour faire des cultures, pour faire du progrès, du développement économique et culturel, c'était pendant le Moyen Empire. C'était la période de l'apogée de la culture égyptienne. Parce que si on connaît que l'histoire égyptienne comprend 30 dynasties, les 30 sont divisées en 3 périodes principales. L'Ancien Empire, c'est la période des pyramides. Le Moyen Empire, c'est 11e, 12e, 13e dynastie. C'était la période de l'apogée de la littérature égyptienne et aussi pour la culture et le développement économique. Quelques-uns qui comparent cette période avec la période de Joseph. Le prophète Joseph, bien sûr qu'on connaît aussi les 7 ans de famine qui étaient à la période. Et comment le prophète Joseph, il a fait beaucoup de canaux, beaucoup de digues, beaucoup de barrages pour profiter pendant la période de la famine et pour passer l'Égypte pendant cette période. Donc aussi, on a des documents qui nous parlent particulièrement dans les documents célestes ou dans les textes célestes de l'islam, de la Bible, ou l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui parlent de ça, de comment profiter du Nil et de faire des canaux et des barrages pour profiter de l'eau du Nil. À travers l'histoire, alors, on commence d'avoir quelque chose comme ça, mais avec des problèmes et des amalgames entre le pays de bassin du Nil. On connaît aussi que le Nil, 6700 km de long, qui passe ou qui court en 11 pays africains, à travers le Congo. Après, c'est Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Ouganda. On a Kenya, on a Tanzanie, on a aussi l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan, et puis le Sud-Soudan, le nord du Soudan et après l'Égypte.
Pendant la période de l'occupation, il y avait des accords, des documents et comme on dit, protocoles entre les pays qui arrangent alors la division de l'eau de Nil pour tous les pays par rapport aux pays des sources et les pays alors de bout de Nil comme l'Égypte et le Soudan. Il y avait beaucoup d'accords concernant cette période. Mais avec l'intervention internationale, c'est ce qui fait le problème maintenant. Beaucoup de pays de bassin de Nil comme l'Éthiopie, avec des relations très intimes avec, par exemple, Israël, et avec aussi la relation très ancienne. Par exemple, donc il y a beaucoup de problèmes entre l'Égypte et l'Éthiopie, c'est à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de construction de barrages et de digues, il y a aussi beaucoup de projets en l'avenir de faire plusieurs barrages. C'est tout ça, ça affecte négativement pour le destin de l'Égypte, parce que comme nous, comme un pays, on compte principalement sur l'eau du Nil. Okay? En même temps, la grande partie de l'eau du Nil qui vient de l'Égypte, ça vient de Nil bleu, qui arrive principalement de plateaux de l'Éthiopie. C'est à peu près 85% de la quantité de l'eau de Nil, ça arrive de l'Éthiopie et principalement de Nil blanc, de Nil bleu. Donc l'Éthiopie, avec des autres pays, ils ont fait beaucoup de projets actuellement pour la construction de barrages pour diminuer alors la capacité ou la quantité de l'eau qui arrive pour l'Égypte. Et comme on connaît que c'est à peu près 55 milliards de mètres cubes, c'est ça la quantité de l'eau de Nil qui arrive pour l'Égypte. Par rapport à la construction de barrages de l'Éthiopie et de tout ça, on parle d'une catastrophe qui arrive pour l'Égypte dans les années prochaines. Lorsqu'ils justifient justement la construction de ce barrage, ils disent parce qu'ils ont un besoin aussi d'eau et d'électricité. Donc pourquoi l'Égypte serait la seule à pouvoir profiter du Nil alors qu'il y a 10 autres pays qui ont besoin du Nil. Là, vous dites que c'est vrai que géographiquement parlé, l'Égypte est le pays le plus grand de tous ces pays-là, avec le Soudan après, mais les autres pays se disent, nous aussi, on a le droit d'avoir de l'eau à nous. Okay. Est-ce que vraiment... Et le haut barrage n'a affecté personne. Exactement. Lequel? Le haut barrage, oui, notre barrage oui. N'a pas affecté, je pense. Oui, bien sûr, parce que c'est la fin, c'est le bout de courant de Nil. Donc après, tous ces pays-là, après passer de tout ça. Donc pourquoi ils veulent absolument ce barrage-là? Est-ce que vraiment c'est parce qu'ils ont un gros problème eux aussi en matière d'eau, ou est-ce que c'est politique? Ou c'est un problème d'électricité peut-être? C'est un problème d'électricité. Oui, ça c'est l'image. L'image, pour nous, comme ça, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité. Mais on justifie tout ça. De l'eau, bien sûr, les Éthiopiens n'ont pas besoin de l'eau. C'est un pays avec combien de milliards de mètres cubes de la pluie. C'est pas seulement le Nil. De la pluie, avec 11 fleuves, avec le Nil bleu. Et ils ont aussi 10 fleuves qui leur donnent, avec aussi les petits canaux et tout ça. Donc c'est un pays, d'après les statistiques, on parle de à peu près 1000 milliards de mètres cubes de l'eau. L'Éthiopie ne profite que par 3% de la quantité de l'eau qu'ils ont. Une partie de ça, ce qui arrive de l'Égypte. Une grande partie de l'eau chez eux, alors particulièrement de l'eau de la pluie, descend dans la mer Rouge. Donc c'est eux qui laissent une grande partie de l'eau pour être comme une perte dans la mer Rouge, mais après on tourne vers l'Égypte, c'est par l'intervention des autres pays. C'est ça le problème. Pour une image devant tout le monde, oui qu'on a besoin de l'eau et on a besoin du développement économique, l'électricité et tout ça. Ok, si on parle pour l'électricité, c'est un seul digue, ça vous donne tous les besoins de tout ça. Mais le problème de la digue ou le barrage de l'Éthiopie, ce n'est pas un seul barrage. On parle d'un projet de 5 barrages. 5. Le premier barrage... projet, c'est 5 barrages, pas un seul. Ah oui, ce n'est pas un seul. Non, non, c'est 5 barrages. C'est ça le projet. Le premier barrage, c'est avec une capacité d'à peu près 14,5 milliards de mètres cubes. Si on parle d'un barrage comme ça, ok, pas problème, pas grand problème pour l'Égypte, pour un tel barrage comme ça. Mais le problème, pour un autre barrage, c'est le barrage secondaire à côté, qui arrive, qui fait la capacité de réserve et de stock de l'eau là-bas, qui arrive à 74 milliards. Donc au lieu de 14, on parle de 74
14 milliards de mètres cubes. Bien sûr, c'est ça le catastrophe. En même temps, des d'années après, on parle d'une capacité qui arrive à 200 milliards de mètres cubes. Vous imaginez ça? C'est le barrage de la Renaissance, c'est le barrage de la fini destruction. Pour nous, on parle de 55 milliards de mètres cubes. Donc avec la construction de 5e barrage de l'Éthiopie, c'est ce qu'on parle d'un seul barrage. C'est ça les médias de l'Éthiopie qui nous donnent toujours l'information qu'on parle d'un barrage, un seul barrage. C'est le barrage de Renaissance, il n'y a qu'un barrage et comme ça. Mais on parle profondément pour leur projet. Non, il y a 5 barrages avec une capacité qui dépasse 200 milliards de mètres cubes. Tout ça, bien sûr, c'était, qu'est-ce qu'on dit? C'était utiliser de la capacité de l'eau qui arrive ou qui court en Égypte. Et si donc, on fait 2 ou 3 autres barrages pour essayer de sauver un peu d'eau du Nil? Qui sauve? Nous? Nous, oui. Non, on ne parle pas parce que ça c'est le régime pour nous. Tu imagines ça? L'eau, ça arrive chez eux. D'abord, il arrive chez eux pour venir chez nous. Oui, je sais, je comprends. C'est eux qui profitent une grande partie de notre capacité. Qu'est-ce qu'on va faire après pour nous? Qui reste de l'eau ou de quantité de l'eau qui arrive à nous pour faire encore d'autres barrages? Comme ça, rien. Est-ce qu'on sera obligé de détruire notre barrage pour pouvoir avoir plus de l'eau? Comment? Est-ce qu'on sera obligé de détruire notre propre barrage pour avoir plus d'eau? Non, 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 c'est pas comme ça. Pour eux, non, il y a des portails, tu vas ouvrir les portails. Ouais, c'est pour eux, c'est eux qui contrôlent la quantité de l'eau. Donc, on va diminuer alors une quantité de l'eau qui arrive pour l'Égypte et bien sûr pour eux, pour leur barrage et tout ça, rien qui arrive pour l'Égypte. Il n'y a qu'une petite partie qui arrive. Alors, on aura 2 problèmes majeurs. Pas seulement un problème d'eau, mais un problème d'électricité encore. Non, non, un problème d'électricité, un problème de chômage, un problème de désertification de la terre. Non, non, tu parles d'autre chose par rapport au destin de l'Égypte. Parce que quand il y a des grands manques de l'eau pour l'Égypte, alors tu comptes par rapport à tout ce qui concernant de ça. Ce n'est pas uniquement pour l'électricité et pas uniquement de l'eau, non. Tu parles pour les autres choses. De tout ce qui dépend de l'eau et de l'électricité. Tout ce qui dépend sur cette affaire-là. Donc on parle d'un très grand problème pour l'Égypte. Et le problème avec l'Éthiopie, comme déjà dit, j'ai fait une recherche très importante depuis 2 ans sur la relation intime entre l'Éthiopie et Israël. Les Éthiopiens disent qu'on est les ancêtres, on est les descendants du roi d'Israël. On sait qu'il y a beaucoup d'Israéliens. Okay. Non, non, pas beaucoup d'Israéliens. Il y a des Éthiopiens qui vont beaucoup à Israël oui, aussi. Oui, ça rattache beaucoup avec Israël, avec des relations paternelles. Okay? Donc on dit que, ou ceux qui disent ça, qu'on est les descendants de rois d'Israël. Ils disent que le premier roi de l'histoire de l'Éthiopie, c'était le roi Menelik I. Il est le fils de Salomon et la reine de Saba. C'est mentionné. Une partie de ça, c'est mentionné, mais pas comme leur tradition, dans le Coran et dans l'Ancien Testament. Mais c'est juste la visite de la reine de Saba à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. C'est à peu près 960 avant Jésus-Christ. Quand elle a trouvé le trône, son trône là-bas. Oui, mais c'est juste là-bas une relation. Mais on ne parlait pas de mariage, on ne parlait pas d'un enfant, on parle de tout ça. Les Éthiopiens, ils ont ajouté qu'il y avait une relation de mariage entre le roi Salomon et le roi d'Israël et la reine de Saba. Et le résultat de ça, c'est un enfant qui s'appelle Menelik. Ce Menelik-là, il était couronné à Jérusalem comme le roi de l'Éthiopie. Après, il est venu d'Israël pour l'Éthiopie, pour vivre là-bas. Il est devenu le premier roi de l'histoire éthiopienne, avec beaucoup de prêtres, de juifs, avec beaucoup de soldats, avec aussi l'arche de l'Alliance, avec une copie de la Torah. Pendant cette période, l'Éthiopie est convertie au judaïsme. Ah là là. Donc on parle d'une chose très dangereuse pour nous. Et même jusqu'à maintenant, tous les rois, tous les présidents, tous les premiers ministres de l'Éthiopie doivent être descendants de rois d'Israël. Donc s'il vous plaît, on doit bien comprendre ça. Donc on parle d'un pays, presque c'est un autre Israël en Afrique. C'est l'Éthiopie. Okay? Et moi je disais que dans ma recherche, que Israël c'est divisé en 2 pays. Un pays nazi, c'est Israël, qu'on connaît, et il y a un autre Israël, c'est l'Éthiopie.
Donc c'est la même façon, on fait des négociations, on fait de paroles, on fait des rencontres et tout ça, juste pour gagner le temps. Après, rien, on ne gagne rien de négociations avec eux, exactement la même façon que Israël utilise avec les Palestiniens. Depuis 1990, après l'accord de Oslo, on parle de négociations et tout ça, rien, mais avec des colonies. Alors qu'est-ce qu'on doit faire alors? Parce que comme ça, on est trop pessimiste. Non, 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 mais alors, il faut comprendre la scène profondément. C'est ça l'affaire. Les négociations avec les Éthiopiens, ça ne donne pas aucune chose positive pour nous. Mais c'est juste un show pour l'Éthiopie devant tout le monde qu'on est d'accord, on est très flexible, on fait des négociations avec les Égyptiens pour trouver une résolution et tout ça, mais en même temps, elle continue la construction de barrages. Et nous sommes le seul pays à être affecté par ce projet de barrage de renaissance. Les 10 autres pays ne seront pas affectés. Bien sûr, oui, parce qu'on est le pays le plus pauvre de l'eau. Au Soudan, alors, ils ont beaucoup de fleuves, ils ont beaucoup de moyens pour l'eau. C'est un pays très riche de l'eau. Des autres pays, pas de problème. Et si on compare, par exemple, il y avait un événement très important c'est exactement comme ce qui se passe entre l'Égypte et l'Éthiopie, par rapport à un barrage de fleuve Omo, c'est avec Kenya. Il y avait là-bas beaucoup de peur de Kenyans alors par rapport à la construction d'un barrage sur un fleuve entre les deux pays qui s'appelle Omo. Alors les Éthiopiens, ils ont présenté beaucoup qu'est-ce qu'on dit aide. Oui, beaucoup, comme ça. Donc alors on ne fait pas de problème pour vous, c'est juste on veut de faire un seul barrage. Après ça, l'Éthiopie a construit 3 barrages, ça ce qui fait un grand problème pour Kenya. Ça, c'est l'affaire exactement. On doit comprendre l'histoire et la relation entre l'Éthiopie et les autres pays et tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe avec Kenya, c'est un pays aussi africain, très proche de l'Éthiopie, avec un fleuve aussi entre les deux pays, un fleuve commun. Ça, c'est ce qui arrive après pour nous. Si on parle pour une solution, il y a ceux qui parlent de faire un contact entre le fleuve de Congo avec le fleuve de Nil et tout ça. Il y a une recherche très récente qui fait ça. C'est impossible de faire ça parce qu'on parle de plusieurs pays. Parce qu'on n'a pas de frontière directe entre nous avec Congo. Il y a le Soudan, il y a le Sud-Soudan, après on a le Congo. Alors donc, il est temps de chercher d'autres sources pour l'eau que le Nil. Et c'est pas que le Nil, mais il y a aussi une recherche récente qui parle. On peut profiter de l'eau perdue au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, pour nous, ça devient comme une solution très importante. Le pays de Sud-Soudan, parce qu'il y a une grande partie de l'eau du Nil qui arrive soit de Nil bleu et de Nil blanc qui était perdue dans là-bas les forêts, dans les endroits comme ça. Sad, c'est la zone là-bas au sud de Soudan. Donc ici, on peut faire des barrages, plusieurs barrages, dans les endroits avant l'eau du Nil qui va là-bas dans les forêts. Des barrages et des réservoirs. Oui, c'est ça. On peut profiter d'une grande quantité de l'eau qui nous aide après. C'est peut-être une des solutions très importantes après. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vous écoutent et qui vous regardent pour voir justement. Je pense qu'ils sont au courant, mais que des négociations doivent être faites. En tout cas, Dr Ismail, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Je sais que Yara et moi, en tout cas, on va ressortir de cette émission avec un petit peu plus de connaissances concernant déjà l'histoire des constructions des barrages. Merci à vous. Merci à vous. Merci Nora, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.